Bonjour et bienvenue sur Réfractactu. Inondations, cyberattaques, panne de courant, on a l'impression que les crises se multiplient et qu'elles sont de plus en plus complexes, pas vrai? Aujourd'hui, on va décrypter ensemble les 5 grands risques qui pèsent sur l'Europe et on va voir comment, du simple citoyen jusqu'à l'Union européenne, la riposte s'organise. Alors, voilà le parcours que je vous propose. On va commencer par le plus visible, le plus concret, la réponse aux catastrophes naturelles. Ensuite, on verra comment la sécurité devient de plus en plus l'affaire de tous. Après ça, on plongera dans les zones grises des conflits modernes, la guerre hybride et l'intelligence artificielle utilisée comme une arme. Et on terminera avec un risque qui nous vient du cœur même de notre avenir énergétique. C'est parti. On attaque donc notre premier point. Face à des catastrophes climatiques qui sont de plus en plus intenses, la première réponse, c'est évidemment celle de la solidarité. Et pour ça, l'Union européenne a un outil bien spécifique. Voyons un peu comment ça marche. Plus d'1 milliard d'euros. C'est un chiffre qui donne le vertige. C'est la somme qui a été mise sur la table après des inondations et des cyclones vraiment dévastateurs en Espagne et en France. Ce montant, il est colossal et il nous dit deux choses. L'ampleur des dégâts, bien sûr, mais aussi la force de la solidarité financière européenne quand elle s'active. Alors concrètement, où va cet argent ? Eh bien, la plus grosse part, quasiment 950 millions d'euros, part en Espagne. C'est pour aider à la reconstruction après les inondations catastrophiques qu'a connues la région de Valence. La France, de son côté, reçoit aussi une aide importante pour ses territoires d'outre-mer, Mayotte et La Réunion, qui ont été durement frappés par des cyclones. Mais ce qu'il faut bien comprendre avec ce mécanisme, c'est que ce n'est pas juste un chéquier. Ce fonds de solidarité, il a vraiment été pensé comme un outil politique. Son premier objectif, c'est d'exprimer la solidarité européenne, de montrer de façon très concrète qu'aucun pays membre n'est abandonné à son sort face à une crise majeure. Bon, maintenant qu'on a vu la réponse par le haut, celle des institutions, on va passer à une logique de préparation de la société par le bas. On voit de plus en plus que les gouvernements cherchent à impliquer directement les citoyens dans la gestion des risques. L'exemple de la Journée nationale de la résilience en France est assez parlant. L'idée, c'est simple. On doit passer d'une population qui subit passivement les crises à une population qui s'y prépare activement. Le message est clair, face aux risques, il faut agir ensemble. Et ce qui est vraiment important ici, c'est que les objectifs sont très pratiques. On ne parle pas de concepts abstraits, mais de compétences concrètes. Savoir quels sont les risques juste à côté de chez soi, connaître les bons réflexes en cas de problème, comprendre comment fonctionnent les alertes et bien sûr, maîtriser les gestes de premier secours. Le but, c'est vraiment de rendre chacun acteur de sa propre sécurité. Et attention, ce n'est pas une petite initiative symbolique. En 2024, on parle de plus de 11 000 actions qui ont été organisées partout en France. Ça va des exercices d'évacuation dans les écoles, aux forums ouverts au public, en passant par des visites de casernes de pompiers. C'est une mobilisation massive pour vraiment ancrer cette culture du risque au plus près des gens. Alors, si cette préparation citoyenne renforce la société de l'intérieur, il faut aussi faire face à des menaces qui viennent de l'extérieur. Des menaces qui sont délibérées et qui ne sont pas conçues pour détruire, mais plutôt pour déstabiliser. Et là, on entre sur le terrain de la guerre hybride. Cette phrase de la première ministre danoise, elle donne le ton. Elle a été prononcée lors d'un sommet européen consacré à la préparation militaire du continent, et elle montre bien le sentiment d'urgence qui est très largement partagé par les dirigeants européens face à ce nouveau type de conflit. Alors, la guerre hybride, c'est quoi exactement ? C'est une stratégie qui rend la frontière entre la guerre et la paix complètement floue. Elle utilise tout un cocktail d'actions qui reste juste en dessous du seuil du conflit armé, du sabotage, des cyberattaques, de la désinformation. L'objectif, ce n'est pas de conquérir un territoire, mais de paralyser et de fragiliser un adversaire de l'intérieur. Et cette menace, ce n'est pas de la théorie. Le sabotage des gazoducs en mer Baltique, les drones mystérieux qui survolent des sites sensibles, les cyberattaques contre des hôpitaux, tous ces événements très récents sont des exemples hyper concrets d'actions de guerre hybride. La menace, elle est déjà là, chez nous. Cette guerre hybride, elle est bien sûr amplifiée par la technologie. Et la prochaine étape, elle est déjà là. C'est l'intelligence artificielle, qui n'est plus seulement un outil pour analyser, mais bien une arme capable d'agir toute seule. Des chercheurs ont récemment mis un nom sur cette nouvelle classe d'armes, les Maïka. Il faut s'imaginer des agents d'intelligence artificielle, des programmes capables de mener des cyberattaques ultra complexes de manière totalement autonome, c'est-à-dire sans qu'un humain n'ait à appuyer sur le moindre bouton. Du coup, la question devient évidente. Qu'est-ce que ça signifie pour nos centrales électriques, nos réseaux de communication, nos systèmes financiers, bref, pour tout ce qui fait tourner notre société et qui est connecté à un réseau ? La conclusion de l'étude est sans appel. Les auteurs estiment que le développement de ces agents autonomes crée, je cite, une voie crédible vers un risque catastrophique à l'échelle mondiale. Le risque n'est donc pas juste théorique, il est considéré comme plausible et potentiellement dévastateur.
Allez, pour notre dernière partie, on va aborder un risque complètement différent, un risque systémique. Cette fois, il ne vient pas d'un ennemi extérieur, mais d'une faiblesse qui est propre au nouveau modèle énergétique qu'on est en train de construire. Le mot est allemand, Dunkelflaut. Dunkel, ça veut dire sombre, et Flaut, c'est la pétole, quand il n'y a plus de vent. C'est tout simplement le cauchemar d'un système électrique décarboné. Une longue période, par exemple en plein hiver, où il n'y a ni soleil, ni vent, sur une très grande partie du continent. Une étude a modélisé l'impact économique de ce phénomène. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que les coûts n'augmentent pas du tout de façon linéaire. Si l'événement est localisé, les coûts grimpent de 9%. Mais s'il s'étend à plusieurs régions, on a une explosion de plus de 51%, et ça peut même monter à 71% si quasiment toute l'Europe est touchée. Et forcément, les solutions ne sont pas les mêmes. Pour une petite zone, on peut s'en sortir avec les batteries, les interconnexions avec les pays voisins, mais pour un événement à l'échelle du continent, le système doit faire appel à des solutions beaucoup plus lourdes, beaucoup plus coûteuses, comme le stockage d'hydrogène à très grande échelle, ou même, en dernier recours, des coupures de courant organisées. Mais le point le plus important, c'est la conclusion de cette étude. Face à un risque qui se moque des frontières, les solutions purement nationales ne peuvent pas suffire. Seule une stratégie européenne vraiment coordonnée, qui investit massivement dans les interconnexions et le stockage, peut garantir la solidité de notre futur système énergétique. Catastrophes naturelles, guerre hybride, IA autonome, panne d'énergie géante. Ce qu'on voit à travers tout ça, c'est que les risques ne font plus que s'additionner, ils se multiplient les uns les autres. La vraie question, ce n'est donc plus de savoir si on est préparé à une crise, mais plutôt si on est prêt à faire face à leur convergence. Voilà, c'est la fin de cette analyse. Si ce format vous a plu, si ça vous a aidé à y voir plus clair dans le monde complexe qui nous entoure, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne Réfractactu. C'est vraiment le meilleur moyen de nous soutenir. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.